une vie extraordinaire se concentre à plus ou moins 5 mètres au-dessus et en dessous de la surface de l'eau. Mon nom est Joe Bunny. Je photographie les mers et océans dans cette dimension partout sur la planète. Entre air et mer, mes photos montrent les merveilles de la nature. Mais elles révèlent aussi pollution et dérèglement climatique et nous rappellent que cet univers est fragile. Nous voulons vous convaincre de cet enjeu, protéger ce monde que nous aimons. Nous vous emmenons dans des sites rares et préservés. Ces derniers sanctuaires témoignent de la beauté de notre planète bleue. Dans cet épisode, plus ou moins 5 mètres gagnent le grand large. À la rencontre des grands cétacés, nous naviguons dans les eaux des Açores et de Polynésie australe. En Indonésie, nous partons à la rencontre des requins-baleines qui aident les pêcheurs à capturer les poissons. Et voyageant dans la préhistoire, nous assistons à la ponte des tortues luttes. À 1500 km au large du Portugal, à mi-chemin entre l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud, une succession d'îles volcaniques forme l'archipel des Açores. De tout temps, les navigateurs ont fait escale dans ces îles portugaises. Et il en est de même pour les grands cétacés comme les cachalots, champions de plongée, capables de descendre jusqu'à 3000 mètres de profondeur pour se nourrir de calamars géants. C'est une escale au milieu de l'océan. Les cachalots se reposent dans les eaux des Açores avant de repartir vers la haute mer. Nous avons reçu l'autorisation du parc national de plonger avec les cachalots. Mais nous devons attendre le départ des observateurs de baleines qui sont de plus en plus nombreux à venir les admirer sur la route de leur migration. On ne peut pas se mettre à l'eau parce qu'il y a les bateaux des whale watchers, les observateurs de baleines. Et la réglementation ici dit que s'il y a les observateurs, les whale watchers, nous, on ne peut pas se mettre à l'eau, même si on a un permis, etc. Mais bon, la sensibilisation du public, c'est la chose la plus importante. Et en plus, ça fait vivre beaucoup plus de gens sur les îles. Les cachalots vivent souvent en groupe, mâles célibataires entre eux ou formant une famille, femelles et baleineaux accompagnés de jeunes adultes. Le plus grand des cétacés à dents peut facilement atteindre 20 mètres de long pour une cinquantaine de tonnes. Il fascine tous les amoureux de baleines car il possède un cerveau phénoménal, le plus volumineux du règne animal. Depuis sa tour de guet sur l'île de Pico, Antero guide les bateaux vers les baleines. La vigie les repère jusqu'à 40 km au large. Il identifie à coup sûr chaque espèce de baleine en fonction de son souffle. Les baleines viennent à Pico car nous avons ici une grande profondeur, surtout pour les cachalots. De San Mateus à Caleta, il y a 1000 mètres de profondeur très proche de la terre. Nous avons aussi des baleines à bosse, aussi bien à droite qu'à gauche, mais elles viennent de façon plus ponctuelle.
Parfois, un souffle monte plus haut que les autres, celui d'une baleine bleue. Joe espère avoir la chance d'en croiser une. Baleine bleue, c'est quand même le plus grand mammifère, le plus grand animal sur Terre. Hein. C'est quand même 33 mètres, 80 tonnes. C'est une locomotive de TGV. C'est immense. Je veux dire, peu de gens ont eu la chance de voir une baleine bleue sous l'eau. C'est quelque chose de magnifique. Magnifique. Hein. Pour l'instant, la météo change. Le mauvais temps s'installe. Avec les vagues et la pluie, les souffles des baleines deviennent invisibles pour la vigie. Je ne peux compter que sur mes propres observations pour trouver les baleines. Quand le bateau les croise, elles naviguent et tracent leur route sans jamais s'arrêter. Impossible de plonger. C'est le cauchemar. Les vagues, le vent, la pluie, la grisaille, tout ça, ça joue. Hein. On voit pas bien parce que le ciel est bas, donc on voit pas le souffle des baleines. On sort, on passe des heures et des heures pour rien, quoi. Les jours passent et Joe n'est toujours pas descendu dans l'eau. La fatigue s'installe. Heureusement, le vent tourne enfin et le soleil revient aussi vite qu'il était parti. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont trouvé une baleine ailleurs? Antero peut reprendre ses observations et les baleines semblent soudain souffler partout. Joe va pouvoir enfin approcher son premier cachalot. Je plonge en apnée pour ne pas déranger le cétacé. C'est un jeune cachalot. Il fait du spy hopping, de l'espionnage pour observer la mer autour de lui. Je m'approche sans bruit. Et c'est là où il m'offre un spectacle assez inattendu. Le cachalot se soulage et Joe disparaît dans un nuage d'excréments. Le voyou, il vient me narguer. Joe, tu montes pas sur mon bateau, t'as encore beaucoup de merde sur toi. Allez, on y retourne, elle va peut-être sortir. Plonger, remonter, plonger encore. Cette course-poursuite avec les baleines est épuisante. Mais Joe est récompensé de ses efforts. Les cachalots sont au rendez-vous. On attend, on scrute l'horizon, on cherche le souffle et on espère. On espère avec de la patience. On imagine ce que ça va être. Et d'un seul coup, on a vu au loin, le souffle reconnaissable d'une baleine bleue, qui est un souffle qui monte de plusieurs mètres. Avec son long corps effilé de près de 30 mètres, tirant ses 170 tonnes, la baleine bleue est le cétacé de tous les superlatifs. La rencontrer est d'autant plus exceptionnelle qu'elle est très menacée. Il en resterait entre 5 et 12 000 dans les océans de la planète. On a l'impression qu'on peut la suivre facilement parce qu'elle fait aucun mouvement. Mais vous palmez comme un malade et à un moment donné, on n'en peut plus. On respire, on regarde, on arrête. Après,
Bon, bah, elle s'éloignait dans le vide, mais elle revenait quand même. Et là, on recommence. Ah, c'était magique. C'était vraiment magique. Et cette douceur, cette élégance de mouvement, incroyable. L'archipel des Açores est un laboratoire à ciel ouvert pour les chercheurs. Tiens, Michel. J'accueille Michel André qui dirige un laboratoire de bioacoustique au sein de l'école polytechnique de Barcelone. Michel André étudie les bruits sous-marins. Parce que sous l'eau, le monde du silence n'existe pas. Des centaines de sons se mélangent. Partout autour du monde, le laboratoire collecte ces sons en constituant la plus grande sonothèque sous-marine réalisée à ce jour. C'est un système, quand on va mettre notre hydrophone dans l'eau, ça va permettre de se connecter sur Internet au point précis où on est. Donc il va y avoir cette carte du globe terrestre avec le point qui apparaît sur les Açores. Et quand on va rentrer, on va faire un clic sur ce point-là, on va rentrer en temps direct sous l'eau et on va transmettre ce signal dans le monde entier. Donc partout dans les points récepteurs du monde, on peut écouter ce que toi tu entends ici et l'analyser. Voilà, tout à fait. Donc tu vois, c'est ce petit appareil qui va permettre d'entendre sous l'eau. Chaque fois qu'un son rentre dans cette boîte en temps réel, on va être capable d'identifier sa source, savoir si c'est un cachalot, si c'est un dauphin. C'est un logiciel. Exactement. Donc il y a une base de données dedans. Qui analyse. Voilà. D'accord, mais il y a des sons qu'on ne connaît pas. Tous les sons que nous ne connaissons pas, nous les enregistrons pour qu'a posteriori, nous étudions les paramètres qu'ils définissent et nous puissions justement savoir à quelle origine ils appartiennent. D'accord. Il y a deux là-bas, c'est la mer et Baleineau. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais, la mer la rejoint, oui. Ouais. Cette échelle ici, c'est l'échelle du temps qui passe, et ici, ce sont les fréquences. Et toutes ces petites raies que tu vois qui sont espacées de quelques secondes, ce sont ces fameux clics que les cachalots produisent. Ils sont à peu près comme ça. Ça, c'est un cachalot qui fait ça. Si nous en avons deux, nous allons avoir... Et si nous en avons plusieurs, c'est comme des castagnettes. Je te passe le casque pour Ouais, t'entendre. je veux bien. Super. Et ça, tout le monde peut l'entendre comme nous dans le monde entier. Les bruits produits par l'activité humaine sont désormais omniprésents sous la surface de l'eau. Les sonars des sous-marins ou des bateaux de pêche, les moteurs des cargos et des pétroliers, les forages et travaux offshore polluent les océans et perturbent la faune sous-marine, surtout les cétacés. Quand le bruit est trop intense, il peut tuer tout être vivant à proximité d'un forage. Le bruit peut tuer si on se trouve trop près de la source. Dans un rayon de quelques centaines de mètres d'une source qui est trop intense, n'importe quel être de dauphin vivant peut mourir dans l'acte. C'est comme une onde expansive qui atteint les oreilles internes et qui fait comme une implosion de ces structures qui tuent l'animal. L'Europe s'appuie sur les recherches de Michel André pour imposer aux bateaux des limites de bruit sous-marin et protéger cette faune sensible. Waouh! Au large, nous découvrons le corps d'un cachalot, flottant entre deux eaux. C'est vraiment triste. De voir cette peau comme ça, mousseuse, oh là là.
Elle n'est pas grande, hein. Non, elle n'est pas très grande. Un spectacle désolant, mais un symbole fort pour le photographe. Elle est morte il y a 3 ou 4 jours et son corps en décomposition attire déjà une myriade de poissons. Elle est jeune. Est-elle morte attaquée par des orques? C'est sans doute la pollution et le plastique qui sont la cause de son décès. Mais il faudrait l'autopsier pour en être sûr. L'odeur du cachalot mort attire soudain un requin peau bleue. C'est un requin magnifique, l'un de mes préférés. Malheureusement, il n'en existe plus beaucoup dans les océans, car il chasse souvent en surface et il est victime de la surpêche. D'un océan à l'autre, nous quittons l'Atlantique pour la baie de Cenderawasih, en Papouasie. Installés sur des baganes, de grands radeaux flottants, les pêcheurs de la baie récoltent la friture qui, une fois séchée, alimente les villes de la côte. Les pêcheurs préparent des sardines. Hachées en menus morceaux, elles sont destinées à nourrir les requins-baleines qui nagent dans le secteur. Les requins-baleines se nourrissent habituellement de plancton, de crustacés ou de petits poissons qu'ils filtrent en avalant d'énormes quantités d'eau. Eh bien ici, ils trouvent de quoi se nourrir sans effort avant de repartir vers le large dans leur migration. Curieuse cohabitation entre l'homme et ce grand poisson. Si les pêcheurs sont aussi généreux, c'est qu'ils en tirent un avantage. La présence du requin-baleine attire les poissons. Ces mouvements permanents dans l'eau les poussent vers les filets des pêcheurs. Et chacun y trouve son compte. Lorsque le requin-baleine arrive, il est suivi d'autres poissons. On nourrit le requin-baleine, mais il ne mange pas tout. Il aspire le poisson, mais une partie lui échappe. Ces petits bouts de poisson sont mangés par les autres poissons qui sont capturés par les pêcheurs. Le requin-baleine est le plus grand poisson des mers et océans. Mesurant jusqu'à 14 mètres, c'est un géant pacifique qui reste encore mystérieux. Présent dans toutes les mers tropicales, on peut l'observer quand il vient se nourrir en surface. Mais nous sommes très ignorants concernant son mode de vie. On ne sait pas grand-chose de sa reproduction ni de sa vie en haute mer. Les pêcheurs acceptent de m'accueillir. Je vais pouvoir approcher les requins-baleines de près et surtout passer du temps en leur compagnie. Comment ça va? Oh, magnifique. Oh, il y a beaucoup de poissons ici. Yeah.
Je ne m'attendais pas à voir autant d'individus autour de moi. C'est assez impressionnant de nager au milieu de ces immenses poissons. Bon, ça se passe bien. Ils sont tranquilles. Plutôt paisibles. Je vais pouvoir commencer. Avant de les photographier, je les habitue à ma présence. Ils sont pas dangereux. Mais attention, un coup de nageoire caudale, il pourrait m'assommer. Il est rare de pouvoir les approcher de si près. Les requins-baleines sont de grands navigateurs qui ne s'arrêtent que pour mettre bas. C'est des grands migrateurs. Ils traversent le monde. On ne connaît pas exactement. Certains individus qui ont été tagués dans l'endroit, ils se trouvent à des milliers de kilomètres ailleurs. Et ils naviguent à travers les océans en cherchant des planctons. Donc au moment où le plancton est abondant dans un endroit, ils le savent dans leur système génétique et ils vont vers cet endroit-là. On ne sait pas comment ils le savent, mais ils le savent. Cette belle alliance entre pêcheurs et requins-baleines permet de les approcher. En Indonésie, les grands poissons sont protégés, mais ailleurs, l'homme est son grand prédateur. Il le pêche dans ses filets dérivants et lui coupe ses grands ailerons destinés aux soupes raffinées des restaurants asiatiques. Ici, en Papouasie, autrefois, il est considéré un peu comme on considérait les mantas, les diables de la mer. Le requin-baleine, comme ils venaient autour des bateaux, ils avaient peur pour leur pêche. Ils donnaient des coups de couteau, ils le battaient, pas pour le consommer, mais ils le battaient. Et depuis maintenant 99, on m'a expliqué, cette démarche est interdite. Il y a différents ONG qui sont intervenus. Et aujourd'hui, le gouvernement est au courant de ça, donc ils ont établi des règles. Et qui que ce soit qui touche à un requin-baleine, c'est la prison ici. Ça ne rigole pas. La pêche à la friture débute au soleil couchant. Tache de lumière au milieu de l'océan, la plateforme illuminée attire les poissons comme une ampoule attire les papillons. Les pêcheurs se préparent à une longue nuit de travail. Les requins-baleines continuent leur balai sous-marin. Leur mouvement permanent autour de la plateforme pousse les poissons vers les filets. Les pêcheurs descendent progressivement la grande nasse pour piéger lentement les poissons. L'extinction des lumières, permettant de ne pas les effrayer, annonce la remontée prochaine des filets. Je ne sors plus de l'eau. Les requins-baleines se sont habitués à ma présence. Ils semblent venir jouer avec le faisceau de ma lampe. En parfaite symbiose, l'homme et le poisson échangent et communiquent. On ne se quitte plus. J'ai l'impression d'être un poisson. C'est un moment extraordinaire de dialoguer avec lui. Tout se fait en douceur.
sans aucun mouvement brusque. Je nage en harmonie avec lui. Les filets sont remontés et prêts à être vidés. Il faut sortir de l'eau. Merci beaucoup. C'était une super expérience. Je me sens super bien. J'ai eu l'impression de voler. Je volais dans l'eau. T'es resté à peu près 2 heures. J'étais avec lui pendant 2 heures. J'ai pas senti de temps passer. Tu veux retourner plonger encore? Ouais, t'es trop vieux, t'as l'air fatigué. Au départ, elle venait, j'ai dit non, elle vient sur la lumière, tu vois, donc c'est pas moi. À un moment donné, tu dis non, elle vient vers moi, tu vois, elle vient, etc. Je cachais la lumière, le requin, il venait quand même vers moi. À un moment donné, j'ai cédé à la tentation, j'ai commencé à la toucher, et là, elle se laissait faire. Petit à petit, elle m'emmenait en balade. Je posais ma main devant sa nageoire, et voir si elle veut m'emmener, elle m'emmène, sinon, elle lâche. Je commençais à lui caresser les bronchies, là, et là, d'un seul coup, il s'est arrêté. Là, comme ça, il s'est arrêté, et là, comme ça, des grands mouvements, et la peau est douce en dessous. C'était de l'hypnose, quoi. Les pêcheurs vont enfin savoir si les requins-baleines ont bien travaillé. Pour cette première pêche, la friture est abondante. C'est une bonne soirée. L'opération se renouvelle plusieurs fois au cours de la nuit. Pour poursuivre notre voyage, nous n'avons d'autre choix que de prendre la route pour gagner le nord de la province. Un long voyage qui nous mène à la plage de Sao Biba, là où j'espère photographier les tortues luttes. Avant de s'y rendre, il faut demander l'autorisation au chef du village. Une démarche obligatoire sous peine de se faire expulser manu militari par la population. Bonjour. Nous voulons aller à Sao Biba pour les tortues. Oui. Les tortues. Le chef va-t-il accepter? Il semble étonné de voir ce photographe surgir de nulle part. C'est possible? Yeah? No problem? No. No problem? No. OK. Yang punya body itu perahu ke sini baru berangkat. Le chef met des bateaux et des hommes au service de l'expédition. Il faut trouver des bateaux fiables. Et à première vue, c'est pas gagné. Je pense qu'il nous faut 2 bateaux, 4 membres d'équipage, 2 par bateau, 3 porteurs qui vont nous aider à porter le matériel. Et surtout, il nous faut des bâches pour protéger le matériel de l'eau. Je fais confiance aux locaux, hein. Ils sortent en mer, ils pêchent avec, donc je ne peux
que leur faire confiance. Hein. Comme ils disent, la tortue est là, ben, je fais confiance. Et leur bateau, c'est des gens de la mer. Hein. On est là pour ça, pour voir quelque chose d'extraordinaire. Ben, ça se paye. C'est quand même fantastique, hein, ce qu'on risque de voir. Hein. C'est de la préhistoire. Francis, assure-toi qu'on revienne. Hein. Tu m'attends demain. Hein. Arrivés de nuit, nous rencontrons les chercheurs du parc national qui étudient les tortues luttes. Nous cherchons les traces de cette grande tortue qui vient mettre bas sur la plage pendant la nuit. Des coquilles d'œufs indiquent que des sites de ponte ne sont pas très loin. Une première femelle traîne sa lourde carapace sur le sable et engage son ascension. En attendant qu'elle choisisse l'endroit où elle creusera son trou, Joe et les chercheurs restent à distance. Ben, en fait, la tortue, elle prépare son nid, mais avant de commencer à creuser, elle doit choisir le lieu. Et le lieu, elle le décide en tapotant avec ses nageoires sur le sable pour savoir si ça lui convient ou pas. Et pendant cette période-là, il ne faut absolument pas la déranger, sinon elle repart tout de suite. On va la laisser tranquille. Hein. Une fois qu'elle a décidé que c'est le lieu, là, on pourra la photographier et la filmer, mais pour l'instant, on ne fait rien, on va la laisser tranquille. La tortue n'a pas trouvé le site de ponte qui lui convient, alors elle repart rapidement vers la mer. Elle le refera parce qu'elle doit pondre dans les 24 heures, 24 à 48 heures maxi. Au matin, nous n'avons pas observé de nouvelles tortues. Nous reviendrons la nuit prochaine. Willy et Enki, chercheurs du parc national, protègent les nids des prédateurs. Les chiens, les aigles ou les rats se délectent des œufs de tortue. Ce travail engagé il y a plusieurs années n'a pas encore donné de résultats positifs. Les tortues luttes sont toujours en déclin. On compte les nids tous les jours. Nous réalisons un contrôle quotidien. Cette année, nous avons tenu des statistiques de mai à juillet et elles sont en diminution. La raison remonte à 20 ans en arrière. Les habitants récoltaient alors les œufs sur la plage. Ils consommaient les œufs eux-mêmes et en vendaient aussi aux consommateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une chute du nombre de tortues luttes. La protection finira-t-elle par inverser la courbe des naissances? Les chercheurs l'espèrent sans savoir quand ils y parviendront. La dernière fois que je suis venu ici, il restait 30 000 individus dans le monde. Ça continue à chuter. Et vous, les gars, lorsque vous étiez jeunes, vous avez vu les adultes manger les tortues luttes? Oui. Certaines communautés mangent les tortues, mais la plupart se contentent des œufs. Et maintenant, vous pensez que cette pratique s'est arrêtée? Non, pas encore. Dès la nuit tombée, l'équipe part à la recherche de nouvelles traces. Celles qui se présentent ne sont pas celles d'une tortue lutte, mais plutôt d'un porosus, un grand crocodile marin qui vient de passer par là pour gagner la mer. Voici les doigts d'un crocodile. Un peu plus loin, une tortue s'est installée pour pondre. Elle ne bougera plus avant d'avoir terminé son travail et on peut l'approcher sans la déranger.
Parce qu'on entend ce souffle, ce râle. Dans la nuit, comme ça, on a presque envie de la caresser, de lui dire « Allez, c'est fini. Ta peine, elle est finie, tu as fait ton travail. » Mais bon. La tortue a creusé un trou de 80 cm de profondeur avec ses pattes arrière. La ponte dure une vingtaine de minutes et 50 à 200 œufs sont déposés. Elle vient juste de finir de pondre et elle camoufle son nid de diverses manières pour essayer de faire semblant qu'il y ait plusieurs trous comme diversion pour les éventuels prédateurs. En tournant sur elle-même pour effacer ses traces, la tortue lutte réussit son opération camouflage, mais elle est épuisée. Avant qu'elle ne reparte vers la mer, les chercheurs prennent ses mensurations. Ils ont déjà croisé plusieurs fois certaines femelles au cours de leur longue nuit, mais celle-ci est nouvelle. Le nid est repéré pour être protégé contre les prédateurs. Allez, encore un dernier effort pour traîner ces 500 kilos vers la mer. Le retour dans l'océan est une libération. Après 60 à 70 jours d'incubation, les petites tortues luttes sortent du nid. Elles doivent affronter bien des dangers en sillonnant le Pacifique. En moyenne, 1 sur 1000 survit à cette migration. Loin de l'Indonésie, j'espère faire une dernière rencontre avec les baleines. Je me rends à Rorotu, dans les Australes polynésiennes. Pour les observer, Joe visite une grotte, autrefois utilisée par les Polynésiens pour repérer de loin les baleines à bosse. Là, on est dans une grotte qui servait autrefois pour les harponneurs et les pêcheurs pour venir observer dans une journée comme celle-ci brumeuse, essayer d'observer un souffle de baleine pour voir où se trouve la baleine et donc pour sortir à la chasse. En cette fin du mois d'août, les baleines à bosse sont arrivées. Elles naviguent le long de l'île. Ça est arrivé de voir au même temps 4 mères baleines et les baleineaux jouent ensemble. Ils ont leur phase d'apprentissage, de saut, de frapper, de flapping, de se frapper la pectorale. Leur saut leur permet non seulement d'apprendre les comportements sociaux des baleines à bosse entre elles, mais aussi d'apprendre à se déparasiter des parasites qu'il y a sur eau. Donc on voit tout ça dans une petite nurserie, avec des gros bébés, mais c'est magique. Les apercevoir est une chose, mais pour les approcher et les photographier, c'est une autre aventure. Pour être prêt au bon moment, Joe prépare son matériel minutieusement. Libéré de la technique, il pourra se concentrer sur les baleines. Vraiment, le but, c'est de rentrer en contact, en harmonie avec l'animal, tout en douceur, tout en tes mouvements suivent celle de l'animal. Tu rentres en harmonie. Avec l'animal, il n'y a que le regard et ces sentiments, ce petit truc qui peut passer. Mais là, ce que tu l'as, c'est grandiose. Même avec des grands prédateurs, ça peut se faire, j'en suis persuadé.
Après, les animaux sentent. C'est évident que les animaux sentent tout ça. Guidé par Christian Alanik, qui connaît bien ces grands mégaptères, Joe tente une première approche. On va se mettre à l'eau gentiment et aller doucement, sans faire de bruit, palmage dans l'eau, hein, sans faire de bruit, vers la tête. Ok. Les baleines à bosse réalisent l'une des plus grandes migrations du règne animal. 6500 km depuis l'Antarctique. Les femelles mesurent entre 14 et 16 mètres pour un poids de 25 à 35 tonnes. Elles sont plus grandes que les mâles. Après ce long chemin, elles choisissent ces eaux chaudes et calmes pour mettre bas. Leurs baleineaux n'ont que quelques jours et sont encore souvent collés à leur maman, entre deux apnées. Les baleineaux grossissent de 50 kilos par jour et entament déjà leur premier saut en venant jouer près du bateau. Pendant toute la période où elles sont ici, elles ne se nourrissent pas. Donc elles perdent à peu près un tiers de leur poids. Elles arrivent ici, elles font aux alentours de 30 tonnes. Elles perdent 10 tonnes de leur poids en restant ici 3-4 mois, en allaitant leur petit. Et après, avec le petit, elles reprennent la direction de l'Antarctique pour aller se nourrir. La plongée se fait en apnée, sans bouteille, pour ne pas déranger les baleines. Les femelles ne souhaitent qu'une chose, allaiter tranquillement leurs bébés pour les préparer au grand retour vers l'Antarctique. Mais elles sont convoitées par de jeunes mâles. Ces dragueurs n'ont aucune chance de conclure et sont violemment repoussés par les femelles. Sous la surface de l'eau, ça bouillonne. En un coup de nageoire caudale, les baleines s'éloignent. On s'approchait à un moment donné, sans le sentir. Bien sûr, il n'y a pas le bruit. D'un seul coup, tu vois une autre masse noire qui arrive. Et c'était le mâle, le dragueur qui venait pour chercher la mère, l'escorte. Et dès qu'elle l'a vue, ben, elle est partie. T'as vu? Ah, c'est super. C'était beau quand même. Il est arrivé par derrière. Il est arrivé derrière nous comme ça, il est rentré. Et tu as vu à ma gauche. L'approche sur le côté là. Ouais. Elle nous regardait, hein, elle n'avait pas peur. Hein. Ce qu'on appelle les escortes, ce sont les jeunes mâles qui viennent pour essayer de s'approcher de la mère, pour essayer de la convoiter. Et la mère n'est pas disponible parce qu'elle s'occupe de son petit et elle allaite. Donc ça irrite la mère. Et la mère s'éloigne de ces jeunes garçons. Elle est partie et on n'a pas pu s'approcher du baleineau et de la mère. Donc en fait, l'idéal, c'est d'attendre que la mère soit seule avec son bébé. Hein. Elle escorte fout tout en l'air. Mais ça peut donner des très belles séquences aussi. Hein. Bon, il faut avoir la chance de tomber dessus. Tout ce qui est dans la nature, c'est ça. Hein. Ça ne s'achète pas, ça ne se commande pas. Si on veut que ça se commande, on va à Marineland. On va retenter une approche, on va voir si l'escorte est toujours là. S'il n'est pas là, si elle est tranquille. Et puis on se refera une mise à l'eau. Ouais. Et puis si ça ne marche pas, on recommencera. Ouais. On recommencera jusqu'à le temps qu'elle nous accepte et qu'on puisse faire quelques belles images. Ça fait du sport. En plus. Dans 5 mètres d'eau, le ballet des baleines à bosse est un spectacle fantastique.
On peut l'observer facilement avec un masque et un tuba. Ces mammifères remontent tranquillement, respirer toutes les 15 à 20 minutes. Une seule inspiration suffit en général pour renouveler leur immense capacité respiratoire avant de plonger à nouveau. La règle est simple. Ne jamais couper la route d'une baleine. Attendre qu'elle s'arrête pour pouvoir se mettre à l'eau. Parfois, il faut naviguer des heures et rester patient. Autrefois, les chasseurs de baleines faisaient de même, attendant le bon moment pour harponner la baleine. Les harpons sont désormais présentés dans le musée local. La chasse est interdite. Certains Polynésiens parlent pourtant avec nostalgie de cette époque où les hommes affrontaient les baleines un harpon à la main. Quand les baleines sont piquées avec l'harpon, tous les rames en haut. Et c'est le barreur qui dirige le bateau. Comme ça. Il file comme du vent. Là. Et le bateau, on peut rouler à 100 km à l'heure. Tout est bon dans la baleine. On a longtemps utilisé son huile pour s'éclairer ou cuisiner. On mange sa viande, on fabrique du maquillage et du savon avec sa graisse. Ces photos ne sont pas si anciennes. Et les baleines ne sont protégées en Polynésie que depuis 1986. La Norvège, le Danemark, l'Islande et le Japon continuent de chasser les baleines sous des prétextes scientifiques. Les grands cétacés sont aussi menacés par la pollution des mers ou les collisions avec les navires. On aimerait bien manger encore du baleine. Mais c'est interdit. Parce qu'il y a un baleine qui a échoué ici chez nous, pas loin de l'aéroport. Un petit baleineau, un peu de 4 mètres. Mais on l'a mangé. On ne va pas laisser pourrir. Nous continuons de naviguer dans les eaux de Rurutu à la recherche d'une baleine à bosse. Notre patience va-t-elle être récompensée ? Lors d'une apnée, j'entends le son grave d'un mâle chanteur. Mais où est-il ? Son chant porte à plusieurs kilomètres. Alors ? J'entends un chanteur. Ah, j'ai eu ça une fois dans ma vie. Un chanteur, tu l'oublies pas. Et là, je l'entends. Hein. Faut qu'on essaye de soit guetter la queue, soit essayer de se mettre régulièrement à l'eau et voir si on s'approche de sa direction. Je pense qu'il faut aller par là parce que là-bas il y avait trop d'activité, ça m'étonnerait qu'on ait quelque chose là-bas. Je l'ai entendu, hein. Il doit être à peu près à 1 km, quelque chose comme ça, donc je pense qu'il faut aller vers le nord. Les plongeurs se rapprochent de la source. Le chant est plus présent. La tête en bas, le mâle chanteur diffuse sa complainte dans l'espoir de charmer une femelle pour une reproduction avant le grand retour en Antarctique.
Extraordinaire. Ça vibre de partout. Oh. Tu descends et tu vois un mâle. C'est un mâle. D'ailleurs, il était bien excité. Il a la tête en bas, le ventre blanc d'un côté, les pectorales ouvertes, d'accord? Et là, tu entends un bruit, hein, les basses. C'est les mêmes 4 ou 5 notes qui recommencent tout le temps. Et au fur et à mesure que tu t'approches, tu as tout ton corps qui vibre, même plus que dans une salle de concert. Tu as l'impression en même temps d'entendre le violoncelle qui joue et que ça remonte comme ça. C'est magnifique qu'un animal fasse ce son-là. Et en fait, c'est un mâle qui appelle les femelles, bien sûr. Hein. Tous ces instants partagés avec les baleines marquent l'esprit et laissent des souvenirs inoubliables. La nature nous offre ici l'un de ses plus beaux spectacles.